Bonjour à tous. Nous avons vu dans le cadre des chapitres précédents que les entreprises élaborent des plans, tant pour leur survie à long terme que pour les opérations au quotidien. Cette planification est entre autres faite des décisions arrêtées par les dirigeants. Les avantages et inconvénients de diverses options considérées avant que n'ait lieu la sélection de certaines options. Ce processus correspond précisément à la prise de décision. En effet, les managers sont amenés à prendre beaucoup de décisions d'implications variables et dont la qualité globale est déterminante pour les résultats de l'organisation. Nous allons donc voir la relation entre la prise de décision et le processus de gestion. Commençons donc à définir la notion de la décision. C'est quoi une décision? Une décision est tout simplement une action d'arbitrage menée par une personne qui consiste à porter un jugement sur une situation comportant plusieurs options et à trancher parmi ces différentes options. Donc la décision, c'est une action qui va nous permettre de faire le choix entre plusieurs alternatives. C'est la raison pour laquelle on dit que la décision, c'est un choix entre plusieurs solutions possibles. Pour plus de précision, nous pouvons dire que la décision, c'est une ligne d'action, donc c'est un ensemble d'actions choisies parmi plusieurs possibilités et dont le but d'arriver à un résultat désiré. Cette décision sans action demeure une simple hypothèse sans suite. Donc la décision, elle nécessite l'action. La prise de décision implique l'appréhension du risque et l'engagement de la responsabilité. Donc la prise de décision, elle va en tenir compte l'action pour la décision et pour aboutir à des choix, mais elle doit faire appel aussi à des valeurs comme le risque et l'engagement de la responsabilité. Essayons de voir la relation entre les décisions et le système managérial vu à travers la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Partons du fait que la décision, elle est au cœur de l'action parce qu'on a bien dit qu'une décision sans action demeure une simple hypothèse sans suite. Dans ce cadre-là, la prise de décision, elle n'est pas considérée comme une activité parmi d'autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle imprègne la plupart des fonctions du management. Donc, elle va influencer tout ce qui se passe au niveau du système managérial. En effet, définir les objectifs, planifier ou encore organiser, coordonner, contrôler, ils vont impliquer des choix parce que à chaque étape du processus de gestion et du système managérial, il y a des choix à prendre. Donc, il y aura des décisions. Dans ce cadre-là, on peut dire que la décision, c'est la clé de voûte, c'est-à-dire c'est l'élément central du système managérial. Parce qu'à chaque étape du système de gestion, on va faire appel à des décisions, donc on va faire appel à une prise de décision pour aboutir à des choix. Cette décision, qui est la clé de voûte du système de gestion, peut être définie comme étant un réseau d'informations et de décisions et d'actions. Partons du fait que la prise de décision n'est pas une activité parmi d'autres, parce que la prise de décision, elle influence et imprègne le système managérial et donc les fonctions de planification, d'organisation, de direction et de contrôle. C'est pourquoi on a considéré la décision comme une clé de voûte du système managérial. Parce que tout simplement, la décision sera prise au niveau de chaque étape du processus de gestion et donc elle va apporter un réseau d'informations. En effet, au niveau de la planification, le manager est appelé à prendre des décisions relatives aux questions suivantes, à savoir quels sont les objectifs à long terme de l'organisation, quelle stratégie permettrait l'atteinte de ces objectifs, quels devraient être les objectifs à court terme et dans quelle mesure les objectifs individuels sont-ils difficiles à atteindre.
Au niveau de l'organisation, le manager doit déterminer combien de subordonnés doivent se rapporter à lui, quel degré de centralisation est le plus approprié, comment devra-t-il définir les postes et quand l'organisation devrait-elle mettre en place une structure différente. Au niveau de la direction, la prise de décision du manager, elle concerne les éléments suivants, à savoir comment doit-il motiver les employés, quel est le style de leadership le plus efficace dans une situation donnée, ou quand le manager doit-il stimuler un conflit, ou encore comment un changement donné va influencer sur la productivité des travailleurs. Au niveau du contrôle, le manager est appelé à prendre des décisions relatives à ces questions. Quelles activités organisationnelles doivent être contrôlées? Ou encore, comment ces activités vont-elles être contrôlées? Quand un écart de rendement devient-il significatif? Ou encore, quel est le meilleur système d'information de gestion? Ainsi, nous remarquons que la décision est une clé de voûte du système managérial et elle a apporté un maximum d'informations ou encore un réseau d'informations, de décisions et d'actions. Il faut savoir que prendre une décision, cela veut dire mettre en œuvre un processus qui va aboutir in fine à un choix. En effet, la prise de décision, c'est un processus qui va s'appuyer sur plusieurs stratégies et qui vont permettre au manager de choisir entre plusieurs alternatives possibles. Pour étudier la prise de décision, nous allons mettre l'accent sur le processus selon Simon qui s'appelle le modèle IMC. I, intelligence du problème, M, modélisation et C, c'est les choix. L'intelligence du problème nécessite une délimitation du problème et des facteurs à prendre en considération. M, c'est la modélisation, donc il s'agit d'identifier le problème et d'évaluer toutes les solutions et alternatives réalisables par l'entreprise. C, c'est le choix. Après avoir évalué toutes les solutions et les alternatives possibles, il est question de faire l'élaboration de critères de sélection pour choisir entre les solutions et la hiérarchisation des solutions pour aboutir finalement au choix d'une solution. Pour mieux comprendre le modèle de Simon, on va prendre 3 exemples. Un exemple qui va porter sur la réalisation d'un nouveau bâtiment dans une entreprise publique, un exemple qui va porter sur une alliance stratégique d'une grande entreprise privée avec un partenaire, et un exemple qui va porter sur l'ouverture d'un nouveau magasin pour un chocolatier de luxe. L'essentiel étant de voir comment le manager va-t-il percevoir sa prise de décision au niveau de chaque étape, à savoir l'intelligence du problème, la modélisation et le choix. Au niveau du premier exemple, donc le manager qui veut réaliser un nouveau bâtiment dans une entreprise publique. L'intelligence du problème réside dans la perception du besoin de construire un nouveau bâtiment. Donc il va se poser des questions, quels sont ses besoins pour faire appel à la construction d'un nouveau bâtiment. Au niveau de la modélisation, il va essayer donc d'identifier le problème et de modéliser les différentes solutions possibles. Donc il va préciser ses besoins ainsi que les caractéristiques de la nouvelle piscine, le lancement éventuel d'un appel d'offres et la comparaison des projets des différents sous-missionnaires. Finalement, il va aboutir à un choix à travers la sélection du meilleur projet au cours d'un conseil d'administration. Au niveau du deuxième exemple qui consiste à une alliance stratégique d'une grande entreprise privée avec un partenaire. Le manager doit prendre conscience des nouveaux besoins en ressources matérielles, techniques, immatérielles ou humaines. Ensuite, il doit étudier les différentes opportunités qui vont lui permettre d'acquérir les ressources souhaitées, telles que l'achat de brevets, le recrutement ou encore les alliances. Finalement,
il doit réaliser un partenariat avec une entreprise concurrente qui va disposer des ressources recherchées et là, il va aboutir à son choix. Pour ouvrir un nouveau magasin, le chocolatier de luxe doit tout d'abord faire des souhaits pour élargir la zone de chalandise et d'augmenter le volume des ventes. Ensuite, il doit modéliser, identifier le problème et faire appel aux alternatives. Donc, il va rechercher les différentes opportunités qui vont lui permettre d'atteindre son objectif souhaité. Finalement, il doit prendre des choix tels que par exemple la réalisation d'un partenariat avec une entreprise concurrente disposant des ressources recherchées. Essayons maintenant d'identifier, selon le niveau hiérarchique, les types de décisions. Selon Igor Ansoff, il a défini 3 types de décisions suivant les 3 niveaux hiérarchiques. En effet, il y a 3 niveaux hiérarchiques au niveau de l'entreprise. Le niveau le plus bas, c'est celui des cadres inférieurs. Ces cadres inférieurs vont prendre des décisions appelées des décisions opérationnelles ou encore des décisions techniques, qui s'inscrivent dans le cadre du court terme, qui touchent la transformation des intrants en extrants et qui correspondent à une activité bien précise de l'entreprise. À un niveau plus supérieur, nous trouvons les cadres intermédiaires, qui vont prendre des décisions dites tactiques ou encore des décisions de gestion. Ces décisions ont pour objectif d'harmoniser les opérations de l'entreprise avec l'environnement extérieur et elles s'inscrivent dans le cadre du moyen terme. Ces décisions se rapportent à une fonction précise de l'organisation. À un niveau supérieur, on a les cadres supérieurs ou ce qu'on appelle aussi la haute direction et qui va prendre des décisions dites stratégiques ou encore des décisions institutionnelles qui sont très importantes et comportent des risques sérieux qui touchent l'entreprise dans son ensemble et s'inscrivent dans le long terme. Les décisions diffèrent aussi selon le degré de structure. Le degré de structure est généralement relatif au problème. Ainsi, on va avoir soit des problèmes structurés, soit des problèmes non structurés. Les problèmes structurés, ce sont les problèmes qui ont un objectif clair, familier et sont entièrement et facilement définis. Face à des problèmes structurés, le manager est appelé à prendre des décisions dites programmées. Ce sont des décisions programmables, routinières, générales, prises au moyen de procédures ou de règles établies et qui peuvent faire l'objet d'un calcul. La nature de ces décisions, elle est axée sur la logique. Ce sont des décisions prévisibles avec des informations et des critères de décision bien définis parce que les informations sont complètes et endogènes. Ces décisions programmées accordent une grande importance aux techniques de prise de décision. Généralement, le manager fera appel aux sciences de la gestion et à l'informatique. Lorsque les problèmes sont non structurés, c'est-à-dire des problèmes nouveaux et non habituels, dus aux informations ambiguës et incomplètes, le manager va faire appel aux décisions non programmées. Ce sont des décisions non programmables, uniques, innovatrices, qui se fondent sur le jugement. La nature de ces décisions non programmées est plutôt nouvelle, non structurée, due aux informations incomplètes, incertaines et exogènes et aux critères inconnus. Ces décisions non programmées apportent peu d'importance aux techniques de prise de décision. Le manager fera davantage appel au jugement, à l'intuition et à la créativité. Au moment de prendre une décision, il faut faire appel à des conditions de prise de décision. En effet, tout d'abord, le manager doit faire appel à la certitude. C'est un contexte qui va impliquer qu'au moment de prendre une décision, le manager connaît déjà le résultat de chaque option possible. C'est la situation dans laquelle donc on connaît à l'avance le résultat de la décision et la prise de décision sera efficace parce que le résultat de chaque alternative sera connu.
La réalité est pourtant tout autre. Et il faut en réalité jongler avec des probabilités, c'est-à-dire prendre des risques. C'est la situation dans laquelle on peut affecter des probabilités à chaque résultat. Le risque désigne à la fois l'éventualité d'un événement ou d'une situation pouvant affecter le résultat et l'exposition délibérée à cet événement, ou c'est une situation dans le but d'obtenir un meilleur résultat que si rien n'avait été tenté. Ainsi, lorsque le problème n'est pas complètement cerné et qu'il est impossible de déterminer une probabilité acceptable, les décisions vont devoir être prises dans un contexte appelé d'incertitude. C'est un contexte dans lequel les managers n'ont pas une connaissance absolue du problème et ne peuvent donc déterminer une probabilité acceptable des résultats. C'est une situation donc qui n'est pas en mesure d'affecter des probabilités aux divers résultats possibles. Ceci donc va pousser le manager et le gestionnaire à compter plus sur ses intentions, ses pressentiments, ses jugements pour prendre la bonne décision. On va essayer de présenter le processus de prise de décision. À vrai dire, d'une manière simpliste, la démarche décisionnelle peut être résumée par le fait de choisir ou d'arbitrer entre les différentes options. Mais cette démarche décisionnelle est plus qu'un acte à mettre en œuvre face à un problème à régler et ou une opportunité à saisir. Parce que la démarche décisionnelle, c'est un véritable processus qui va comprendre 7 étapes successives allant de l'identification et l'analyse du problème au choix d'une solution et à l'évaluation de son efficacité. Ainsi, le manager est appelé à faire le diagnostic ou l'analyse de la situation. Le but, c'est la perception des éléments clés de la situation et ce, afin de déceler les symptômes de la situation exigeant une intervention et ou une décision. Ensuite, il doit identifier le problème. C'est la reconnaissance du dysfonctionnement qui va causer un problème ou un déséquilibre donné dans le fonctionnement de l'entreprise ou dans le fonctionnement d'une fonction. Il doit par la suite proposer les différentes solutions possibles. Donc, il doit élaborer des solutions. Il s'agit dans ce cadre de recenser toutes les solutions possibles pouvant résoudre le problème déjà identifié. Il doit par la suite analyser les solutions, c'est-à-dire analyser les avantages et inconvénients de chaque solution au regard de critères retenus. Le manager fera par la suite un choix d'une solution. Il va trancher entre les différentes options possibles et élaborer un plan d'action permettant la mise en œuvre de la décision. Ainsi, il va mettre en œuvre sa décision, c'est-à-dire communiquer la solution retenue, rechercher l'adhésion des partenaires impliqués et réaliser les actions à mettre en œuvre de la décision. Il ne doit pas oublier qu'il doit contrôler, c'est-à-dire vérifier des actions, analyser les écarts et comparer les résultats obtenus par rapport à l'objectif déterminé. On va essayer maintenant de mieux comprendre les étapes du processus décisionnel. Pour faire simple, on va prendre un exemple. C'est l'exemple d'un comptable. On sait que le processus décisionnel débute par l'identification d'un problème, ou plus précisément d'une divergence entre un état des choses existant et un état des choses souhaitées. En effet, le comptable a remarqué que les écritures comptables ne sont pas à jour. Il est difficile d'établir les états financiers, donc il faut informatiser la comptabilité et l'informatisation de la comptabilité, c'est l'état souhaité du comptable. Donc, il va identifier le problème et le définir, c'est-à-dire que le comptable a besoin d'un nouvel ordinateur. Une fois que le problème a été identifié, le comptable doit énumérer les critères de décision qui interviennent dans la résolution du dit problème. Donc, il doit proposer les différentes solutions possibles. Ces solutions sont basées sur la base de marques qu'on trouve sur le marché.
Toshiba, Acer, IBM et HP. Or, ces marques n'ont pas toutes les mêmes critères. Donc, il doit passer à l'étape de l'analyse des solutions. Tous les critères de décision ne revêtant pas la même importance. Donc, il ne suffit pas d'énumérer des critères pour chaque marque, mais aussi d'accorder une hiérarchisation. Donc, le comptable a commencé tout d'abord à fixer des critères retenus pour les comparer, à savoir la fiabilité, fabricant et modèle, garantie et soutien, besoin de réparation et prix. L'idée étant de suivre les préférences personnelles pour classer les critères et accorder à chacun une note indiquant son poids dans la balance. Ainsi, il doit accorder la fiabilité 100, fabricant et modèle 85, garantie et soutien 70, besoin de réparation 25 et prix la note de 10. À ce stade, chaque critère doit être analysé dans le détail avec des forces et des faiblesses et bien sûr en relation avec les différentes marques. Et chaque marque va être évaluée pour chaque critère. Finalement, après avoir mis en évidence l'étude et l'analyse des solutions, et pour chaque marque, il va donner une somme selon les critères de la marque en question. L'étape 5 consiste à faire et choisir la meilleure option parmi celles relevées et évaluées. Sachant que tous les facteurs pertinents ont été énumérés et classés, il ne reste plus donc qu'à choisir et faire le choix final. Dans le cadre de notre exemple, le comptable a choisi l'IBM. Pour lui, c'est le meilleur ordinateur qu'il faudra choisir parce qu'il a la somme selon les critères la plus grande. Or, le choix a beau être fait à l'étape, la décision peut encore échouer sans application correcte. En effet, la mise en œuvre suppose la communication de la décision aux personnes concernées et l'obtention de leur engagement en retour. À ce niveau-là, donc, les personnes chargées de mener à bien la décision accepteront plus volontiers les résultats si elles participent activement au processus décisionnel. Donc, la 6e et 7e étape, qui consiste donc à la mise en œuvre, la 6e et la 7e étape, elle consiste donc à évaluer les résultats obtenus afin de voir si la décision prise a bien permis de régler le problème de départ. L'option retenue de l'IBM a-t-elle permis la mise en œuvre et a-t-elle porté ses fruits? La prise de décision intègre une foule de données qui, analysées, mènent à une solution efficace. Le manager doit compter le temps et les efforts consacrés à la digestion de toutes les options pour finalement choisir la meilleure. Nous allons passer par la suite à l'étude d'un exemple pour mieux comprendre le processus décisionnel et sa relation avec le processus de gestion, à savoir planification, organisation, direction et contrôle.